Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Girondines. Les Girondines, c'est un podcast qui donne un temps de parole à des femmes politiques locales et en particulier à nos élus départementales de Gironde. Un rapport publié en septembre 2020 a montré que les femmes avaient disparu des médias pendant la crise du coronavirus. Pourtant, elles étaient mobilisées et souvent en première ligne dans la bataille contre le Covid. Alors, pour entendre ces voix féminines, nous créons ce podcast, pour que nos femmes politiques puissent avoir un temps de parole médiatique. Nous, c'est la Gironde en commun. Nous sommes un collectif d'acteurs et actrices engagés. Notre but, apporter des solutions innovantes et solidaires aux problèmes que peuvent rencontrer les Girondines et Girondins dans leur vie quotidienne. Le collectif La Gironde en commun est conduit par Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde et conseiller départemental du Sud-Gironde. Il est candidat à sa réélection. Pour continuer cette série, vous allez écouter Carole Guerre, conseillère départementale depuis 2015 dans le canton Mérignac 1, qui regroupe Le Haillan et une partie de Mérignac. Elle vous racontera son expérience dans la politique en Gironde, ses valeurs et ses projets avec Gironde en commun. Bonne écoute! Bonjour Carole Guerre, on t'interviewe aujourd'hui dans le cadre de la campagne pour les départementales. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je suis Carole Guerre, donc j'ai 53 ans, bientôt 54. Je suis élue au département depuis 2015, donc c'est mon premier mandat. Auparavant, j'ai été élue sur la ville du Haillan, conseillère municipale en charge des commerçants et du marché. Et en 2014, j'ai fait la campagne municipale où j'étais directrice de campagne et je suis devenue adjointe à l'éducation. Donc tout ce qui est crèche, en fait, de la petite enfance jusqu'on va dire au CM2, voilà, tout ce qui concerne aussi les écoles, plus la restauration scolaire. Ancienne nageuse, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont 20 ans, voilà, et j'avance comme ça dans la vie. Et du coup, tu as eu un mandat municipal, là départemental. Qu'est-ce qui te plaît dans l'échelle départementale ? C'est une échelle qui a une vision beaucoup plus large en fait. Non pas que ça soit restrictif d'avoir un mandat d'élu local au niveau d'une commune, hein. Mais départemental, je trouve que on met plus en coordination plusieurs politiques et surtout on a un vrai maillage de territoire et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut travailler avec divers acteurs qui vont aussi alimenter les mandats qu'on peut avoir localement sur une commune. C'est pas trop difficile de se coordonner avec tous ces acteurs ? Non. On dit toujours que c'est une question de volonté de personne. Je crois beaucoup à ça. Non, c'est pas difficile. Quand on veut avancer, il y a des personnes de bonne volonté. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas politiques, hein, qui sont dans le milieu associatif ou autre, et qui finalement ont la même dimension de cet échelon départemental. Est-ce que tu peux faire une déclaration d'amour au département de la Gironde et nous expliquer pourquoi t'aimes ce département ? Parce qu'il est beau, sous toutes ses coutures. Pour le traverser en long, en large et en travers, à travers mes missions, je suis toujours ébahie par les paysages, hein. Ma dimension d'élu départemental, ça, il y a aussi ce côté protection. Et à la base, c'est aussi ma formation, l'aménagement du territoire, dans la protection du territoire et de ses paysages. Et puis parce que je trouve que c'est un département dynamique, diversifié. On peut passer de la plage, aller jusqu'aux vignes, en passant par l'estuaire, en passant par les pins. Enfin voilà, il y a toute cette diversité finalement qui, à travers les paysages, nous montre la diversité du territoire et que l'on peut rencontrer sur tous les acteurs ou toutes les Girondines et les Girondins. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ton canton ? Mon canton, Mérignac 1, Le Haillan. Alors pourquoi Mérignac 1 ? C'est parce que la ville de Mérignac est découpée en 2 parties. Donc on a le canton de Mérignac 1 qui regroupe une partie de Mérignac et la totalité de la ville du Haillan. Et Mérignac 2, mon canton, c'est un canton dynamique. On retrouve pas mal d'activités sportives et culturelles, donc on peut que s'en féliciter. Je trouve que c'est un canton solidaire. Il y a pas mal d'associations qui viennent vers nous régulièrement. En fait, on est un canton qui est très demandeur. Quand je dis demandeur, c'est demandeur en termes d'implication. Il y a beaucoup d'associations, qu'elles soient yannaises ou mérignacaises, hein, qui tapent aux portes en disant bon, nous, on existe, on aimerait bien travailler avec vous.
et comment on peut faire en particulier ces liens, comment on peut aider pour la jeunesse. Je trouve ça formidable. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les politiques du département ? La première des politiques et la première des compétences, c'est la solidarité. Alors le département, ça va accompagner chaque âge de la vie, depuis la naissance, à travers la PMI, avec toutes les politiques au niveau de la médecine qui peuvent être offertes, par exemple aux futures mamans, et ensuite aux mamans et puis aux bébés, mais pas que. C'est l'accompagnement des personnes âgées, c'est l'accompagnement des personnes qui portent un handicap aussi, c'est toute la politique évidemment de l'éducation à travers les collèges, c'est aussi le numérique, ça va être toutes les politiques qu'on a autour de l'âge. Il n'y a pas que l'APA, par exemple, mais voilà, on a d'autres politiques qui tournent autour de la bienveillance et comment bienveillir, par exemple, au niveau des seniors. On a la politique de l'eau, on a la politique des ports. Les accompagnements, en fait, à travers chaque âge de la vie ou à travers divers acteurs qu'on peut rencontrer qui vont vivre sur le territoire. Toi, parle-nous de tes spécificités en tant que conseillère départementale, sur quoi tu travailles ? Alors, j'appartiens à la commission collège politique éducative et sociale. Donc, c'est l'accompagnement de tout ce qui va toucher l'éducation des collégiens et des collégiennes. Ça va aller de la maintenance des collèges existants, l'entretien, jusqu'à la création ou à la réhabilitation de collèges. On en a 13 à construire, 13 nouveaux collèges, 10 collèges qui sont en réhabilitation. Donc, je participe aussi au jury pour trouver les groupements d'architectes qui vont s'occuper de ça. Mais c'est pas que, c'est la manière aussi dont on va alimenter les collèges en dotation, par exemple en subvention, pour alimenter un CDI, en livre, pour accompagner des projets jeunesse, des projets qui sont portés par les équipes éducatives, donc par les enseignants et qui sont travaillés ensuite par les collégiennes et les collégiens. Les politiques éducatives et sociales, c'est aussi et surtout permettre à chaque collégienne et chaque collégien d'avoir accès aux droits. Et un des droits, c'est de se nourrir aussi. Donc j'ai la chance, parce que pour moi c'est une chance aussi, un honneur de présider la commission d'aide d'accès à la demi-pension. C'est-à-dire quand une famille ne peut pas payer ou est en difficulté pour payer la restauration scolaire de son enfant ou de ses enfants, le département il vient en support. L'objectif premier, en fait, autour de l'enfant, c'est son bien-être et accompagner sa scolarité, mais aussi accompagner son développement en tant que citoyenne et citoyen. Donc ça, c'est important. Tu citais l'exemple de la demi-pension. Est-ce qu'il y a d'autres politiques dont tu es fière que vous avez menées, un exemple que tu as en tête ? Mais il y en a tellement. Comment ne peut-on pas aimer cette délégation ? C'est impossible. Moi, je dis, c'est les jeunes, c'est les futures forces vives du territoire de demain. Et c'est ça, voilà. Quelque chose dont je suis fière, c'est d'avoir participé à lancer, entre guillemets, ces jeunes-là dans leur future vie de citoyennes et de citoyennes, les futurs acteurs du territoire et actrices du territoire. C'est ça qui est intéressant. C'est être en capacité de donner des moyens à des jeunes, d'être porteurs de projets, d'avoir une vision positive. Et quand je vois conseil départemental des jeunes que nous avons mis en place sur les départements, quand je vois la richesse de tout ce qui est travaillé au sein des diverses commissions où appartiennent nos jeunes conseillers et conseillères départementales de ce conseil des jeunes, je me dis que ouais, ça c'est tellement enrichissant et des deux côtés. C'est la force de la Gironde, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément comment ça fonctionne, le conseil départemental des jeunes ? Alors, le conseil départemental des jeunes, donc, on a des élections qui se font dans chaque collège de Gironde, collège public et collège privé. Donc, il y a une élection, ils font leur campagne, ils ont un programme, ils ont des projets, comme des élus, entre guillemets, adultes, hein, voilà. C'est soumis ensuite au vote de leurs camarades et on élit un binôme. On a demandé à ce qu'il y ait un binôme garçon-fille, voilà, dans les collèges. Une fois qu'ils ont été élus, forts de leur projet, on leur propose de travailler dans des commissions. On va avoir la commission sport, par exemple. On va avoir la commission égalité garçon-fille, lutte contre les discriminations. Ça fédère beaucoup. C'est même eux qui proposent ce genre de travail. On a la délégation sur tout ce qui est environnement aussi. Et accompagnés par les services du département, ils vont travailler sur des projets qu'ils vont ensuite présenter. Alors ils ont une demande en disant mais c'est trop court un mandat d'1 an, il nous faudrait 2 ans. C'est intéressant de voir à quel point
Ils sont force aussi de proposition. Et tout ce qui est travaillé en commission est pris en compte par les élus que nous sommes, nous, ensuite, adultes. Voilà. Ils forcent notre respect, toutes et tous, parce qu'ils sont vraiment impliqués. Ils prennent ça très au sérieux, très à cœur. Ils sont conscients du rôle qu'ils ont. Ils ont aussi un rôle de médiateur. C'est-à-dire qu'ensuite, on a aussi, nous, en tant qu'élus, on a des messages à faire passer. Les principaux et principales de collège ont des messages à faire passer. Ils sont aussi ces vecteurs-là de communication. Dans la prochaine mandature, c'est quoi les politiques qui auront lieu? Alors, les futurs projets pour le collège, on a commencé déjà à travailler ça, justement, avec la réhabilitation et la création des futurs collèges. Comment on va pouvoir adapter le collège au territoire. C'est-à-dire comment le collège peut devenir un levier de territoire. Parce que on va faire travailler différents acteurs. La restauration scolaire, on va aller chercher les fraises, par exemple, sur le parc des Jalles. On a une jeune qui s'est installée, qui travaille les fraises. Donc ensuite, on s'en sert pour alimenter les collèges qui sont dans le coin, qui sont dans son giron. Donc on a une politique de maillage territorial, en fait. Ces nouveaux collèges vont nous permettre aussi de mutualiser des salles. C'est-à-dire, là, on vient sur le travail que l'on fait avec les communes. C'est-à-dire, pour nous, un collège ou un établissement scolaire, quel qu'il soit, il y a un certain nombre de jours où il est fermé. Il y a les vacances scolaires, il y a les week-ends, et on se dit, mais il y a des salles qui dorment. Il y a des communes qui ont besoin de salles. Toutes les communes, à l'heure actuelle, de toute manière, ont besoin d'avoir des structures ouvertes pour des associations. Donc, comment on va ouvrir les gymnases, puisqu'on fait un collège, un gymnase, comment on va proposer que les gymnases soient ouverts aux associations sportives de la commune? Comment on va dire aux communes, ben voilà, regardez, nous avons créé un collège, on a réhabilité un collège, il y a une salle de musique, vous avez besoin d'une salle pour une association communale de musique? Regardez, vous avez à disposition. Après, c'est des conventions qui sont passées, mais je trouve ça intéressant. Je me rappelle d'une petite jeune fille, puisqu'on parlait du conseil départemental des jeunes tout à l'heure, je me rappelle de son prénom, Madeleine, qui avait été élue. Et alors ça, c'est quasiment au début de mon mandat. Et elle a pris la parole, elle venait d'être élue, donc il y avait le président du département, donc Jean-Luc Lès, qui était là, les élus référents à tout ce qui est politique jeunesse. Elle nous a dit, moi j'habite une commune où il n'y a pas de bibliothèque. C'est compliqué d'avoir accès à la culture, parce que là où j'habite, c'est un territoire qui est pauvre. Elle dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand le collège est fermé, le CDI soit ouvert à ma commune pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. C'est un témoignage qui m'a marqué, et je me suis dit, j'aurai toujours ce regard dans ma délégation, mais faire encore plus attention justement à certains territoires qui peuvent se sentir oubliés ou qui n'ont pas les mêmes moyens que les communes d'à côté ou que les territoires d'à côté. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles sur les politiques que vous voulez mener? Non. Alors, il y en a, je dis non, il y en a toujours des obstacles. C'est plutôt des obstacles administratifs. Quand je dis administratif, c'est dans la lourdeur de l'administration. C'est-à-dire que en tant qu'élu, on a envie que d'un claquement de doigts, le projet qu'on porte pas seul, c'est toujours, on le porte avec d'autres personnes, mais on a envie que les projets, ils soient faits de suite. Bon, c'est pas possible, on a quand même des échelons administratifs à respecter, des codes administratifs à respecter. Ce sont les seules embûches. Après, j'ai aussi eu la chance de travailler avec des vice-présidents, que ce soit Alain Marois ou Guy Moreno, qui, comme moi, mettent vraiment les mains dans le cambouis, entre guillemets, mais ont envie de faire avancer des choses et sont passionnés par la délégation. Et je crois que forcément, quand on travaille sur une délégation, quand on rencontre des gens aussi qui ont des attentes vis-à-vis des politiques du département et qui se rendent compte que finalement, le département peut leur faire accéder à leurs projets, c'est facile d'entraîner les gens. C'est facile de travailler ensemble. Ça fait combien de temps que tu fais de la politique? Je crois que je fais de la politique depuis que je suis petite. Pourquoi? Parce que mon père, qui était président d'un groupe de la FNACA, nous faisait plier des tracts le soir ou les week-ends. C'était terrible. Et puis j'écoutais les discours aussi. Mon père avait une passion, mes parents, pour François Mitterrand. Donc on était devant la télé dès que François Mitterrand apparaissait quelque part. On était portés par ça, par tout ce côté, cet engagement politique. Et moi, je pliais les tracts qu'on mettait dans des enveloppes avec mon frère et ma sœur. Je me disais jamais, mais jamais de ma vie je ferai de la politique. Jamais, jamais. Mes enfants ont plié les tracts pour moi.
Donc, mais réellement, je me suis engagée en 2008. En 2008. Voilà, c'était en quelle 2008. occasion À l'occasion que le maire du Haillan, de l'époque, Bernard Labiste, m'avait rencontrée parce que j'en étais à je sais pas combien de repas de quartier. Voilà, en discutant avec lui, je lui demandais comment je pouvais être utile à la commune, réellement. Et il m'a dit, il y a des élections municipales bientôt, si vous voulez, je vous prends sur ma liste. Voilà. Et je n'avais pas, au départ, j'ai dit oui, et le lendemain, je me suis rendu compte qu'il me mettait en position éligible. Et c'est parti comme ça. Si j'avais un adage, mon adage, c'est ça. J'ai une ambition personnelle pour une ambition collective. C'est comment je peux être utile. J'ai fait de l'humanitaire, j'ai été dans le monde associatif, je fais de la politique, et si un jour, je dois passer à autre chose, il y a toujours une manière d'aider son territoire. Chacun peut et chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc, ensuite, quand on est élu, ce qui est fantastique, c'est que on peut faire sortir et émerger des projets. On peut aider les gens. On peut ouvrir des portes pour les gens. C'est ça qui est bien. Je me suis réellement engagée le jour où une de mes amies m'a dit il suffit qu'un politique ou qu'un principal de collège coche une case sans avoir vu mes filles qui sont porteuses de handicap pour que mes filles puissent avoir une scolarité normale dans un collège. Ça m'a fait tilt. J'ai vraiment réfléchi, je crois que j'avais passé la soirée à réfléchir à cette phrase-là, en me disant moi je veux participer à ça. Je veux participer à une aide concrète. Toi, ta spécificité, si on peut dire, c'est que tu es une femme en politique. Oui. Comment tu vois ton rôle de femme en politique? C'est compliqué? C'est un atout? Quel obstacle? Quelle fierté? Fierté, c'est sûr. Parce que je pense à toutes les générations avant moi. Je pense, à ces femmes qui se sont battues aussi pour avoir ne serait-ce que le droit de vote, qui date d'hier, entre guillemets. Hein. Donc, une fierté aussi de continuer à ce combat qu'elles ont mené et de dire, voilà, vous ne vous êtes pas, entre guillemets, battues pour rien. Regardez, les générations d'après, on suit le mouvement. On le suit encore plus puisqu'on peut s'impliquer. Ça, c'est une fierté. Les mentalités évoluent. Petit à petit, il y a aussi ce cheminement à faire. Le département, Jean-Luc Glaise a quand même mis une délégation égalité homme-femme. C'est pas rien. Ça se fait pas partout. Ça s'est fait en Gironde. Oui, c'est compliqué d'être une femme parce que il faut toujours prouver qu'on est l'égal finalement de l'homme aussi, mais ça se travaille. Et je trouve qu'avec le travail, avec le rendu que l'on a, ensuite du travail que l'on porte, c'est comme ça aussi qu'on assoit notre crédibilité en travaillant. Les mentalités, tu les vois changer? Si je les vois changer, sincèrement, oui. Et après, il faut pas baisser les bras, il faut pas se dire tout est gagné parce que rien n'est jamais gagné, ça, on le sait. Voilà. Mais oui, je les vois quand même changer. Je les vois parce que quand j'ai porté la délégation éducation sur la ville du Haillan, donc j'avais la petite enfance, en début de mandat, je n'avais que des mamans qui venaient sur les conseils de crèche. À la fin de mon mandat, 6 ans après, il y avait moitié papa, moitié maman. Quelle politique, tu parlais tout à l'heure quand tu parlais du conseil départemental des jeunes, qu'ils avaient vraiment à cœur l'égalité femmes-hommes, qu'ils avaient à cœur la lutte contre les discriminations. Oui. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ils travaillent beaucoup, ils sont très sensibles au harcèlement scolaire. Voilà, tout ce qui peut se passer dans les collèges, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur les cours de récréation, par exemple. Faire en sorte que le centre des cours ne soit pas monopolisé par les garçons, les grands, 4e, 3e, et que sur les côtés, on retrouve les petits et les filles. Donc, on casse les codes. C'est ça aussi. C'est casser certains codes pour permettre aux mentalités d'avancer et d'évoluer. Aussi, mais dans le bon sens du terme. Quand je parlais des collèges, des établissements scolaires qui peuvent être leviers de territoire, c'est pas neutre, hein, parce qu'on travaille avec différents acteurs de territoire, mais par le biais des jeunes qui arrivent, on peut faire changer des codes et changer les mentalités. Et ça commence comme ça. Et leur travail, ils travaillent beaucoup sur le harcèlement. Vous travaillez avec qui d'autre comme acteurs? Sur les collèges? Alors, on va travailler avec les agriculteurs, les éleveurs, les agricultrices, les éleveuses aussi. On travaille évidemment avec l'éducation nationale. C'est quand même notre partenaire premier et privilégié. Voilà, donc on fait pas mal de rencontres, que ce soit avec les membres de l'inspection académique, que ce soit les enseignants. Et donc, on travaille avec le partenaire éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est allé et on continue d'aller à la rencontre des équipes éducatives. Et quand je parle d'équipes éducatives, ce sont les personnels de direction. Donc ça va du principal ou de la principale, en passant par le secrétariat, le gestionnaire, mais ce sont les professeurs et ce sont les agents
du département qui vont travailler pour l'entretien, que ce soit la maintenance, que ce soit le nettoyage ou la restauration. On travaille avec les infirmiers et les infirmières des collèges, on travaille aussi avec les assistants sociaux du territoire. Voilà, donc quand on parlait de différents acteurs, il y a tout ce melting pot qui est intéressant, de compétences diverses et variées, mais qui font que, à travers tout ce travail de mise en lien des compétences, on arrive à avoir des collèges du XXIe siècle, vraiment. Est-ce que le Covid a eu un effet néfaste sur vos politiques? Comment vous avez fait pour travailler avec le Covid? Alors, pour travailler avec le Covid, on a été un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on l'a pris de plein fouet aussi, cette pandémie. On a dû retravailler tous nos protocoles sanitaires pour bien évidemment assurer la sécurité dans les collèges, que ça soit pour les enfants, pour les personnels qui y travaillent. On s'est dit que le meilleur moyen de valider nos protocoles, c'était de les poser, de les travailler, élus et services. Et ensuite, on les a proposés pour validation à la cellule Covid-19 du CHU de Bordeaux. Parce que nous ne sommes pas médecins. Avec la meilleure volonté du monde, en faisant attention, nous ne sommes pas médecins. Donc, il était important pour nous de faire valider ces protocoles. Au niveau du département, nous avons fait en sorte de sécuriser au maximum tous nos protocoles sanitaires par cette validation du CHU de la cellule Covid-19 de Bordeaux. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer en politique? D'avoir des valeurs, en premier lieu, des valeurs de bienveillance. Un élu, on n'est pas au-dessus des autres, on est à côté. On est à côté des concitoyennes et des concitoyens. On les accompagne. Donc, avoir cette notion d'accompagnement et de bienveillance, ne pas avoir peur du travail. Être élu, c'est du non-stop. Je veux dire, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Voilà, c'est des sacrifices de vie. Faut le savoir aussi. Alors le sacrifice est un mot un peu dur. Quand je parlais de l'intérêt général tout à l'heure, oui, il y a des soirs, des journées ou des week-ends, des vacances où on n'est pas avec son entourage familial ou amical, où on se met aussi en disponibilité de son métier. Parce que voilà, élu c'est pas un métier, hein. C'est un cheminement dans la vie, mais c'est pas un métier. C'est vraiment un engagement. On est élu. On a été élu par une partie de la population, mais on est élu pour toute la population. On n'est pas élu que pour ceux qui nous ont élus, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un engagement. Une fois qu'on est élu, on s'engage, hein, finalement à respecter la parole qu'on a donnée quand on a fait notre campagne. Un jeune qui veut s'engager, je lui dirais justement de ne pas avoir peur de l'engagement. Et de ne pas oublier qu'on s'engage pour les autres, hein, et pas pour soi. C'est ça, pour moi, être élu. Tu disais que tout à l'heure que élu, c'est pas un métier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Élu, c'est pas un métier parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas dans la transmission. Or, ce qui est riche, je trouve, en tant qu'élu, c'est de pouvoir transmettre le travail que l'on fait, le travail que l'on a amorcé. On lance quelque chose, on lance des projets, on réalise ou on finalise même des projets. On ne garde pas pour soi. On s'accroche pas à ça. Sinon, à quoi ça sert d'avoir, par exemple, un conseil départemental des jeunes? À quoi ça sert de dire aux jeunes, engagez-vous? On veut des élus jeunes, on veut des têtes nouvelles, parce que c'est demain, et demain arrive vite. Hein. Donc, élu, c'est un moment de vie, voilà, qui permet ensuite de découvrir aussi des facettes de notre personnalité, ou de découvrir d'autres vocations, ou pour aller sur d'autres thématiques. Mais non, élu, c'est surtout pas un métier. Ensuite, des formations. Il y a des formations qui sont faites pour apprendre à connaître. Voilà, le budget, par exemple. Le budget, c'est pas inné de savoir comment marche un budget d'une collectivité territoriale, une collectivité quelle qu'elle soit. On a des organismes qui permettent aux élus de se former. C'est le droit à la formation individuelle dans les organismes privés ou publics. Donc on se sert de ça pour apprendre à connaître la collectivité, les politiques. On a sa délégation, mais on est aussi membre d'autres délégations. Moi j'ai les collèges, mais je suis aussi membre de la commission usagers numérique et la commission jeunesse. Sur le numérique, c'est bien d'avoir une formation. Quand on est nouvel élu, et même ancien élu, c'est bien de temps en temps de se rappeler des choses. Formation juridique, formation du budget, je l'ai dit, formation sur comment fonctionne par exemple l'éducation nationale. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on se forme. Et moi, je trouve que c'est bien de se former d'abord parce qu'on n'a pas la science infuse,
parce qu'il y a des choses qui évoluent. La société, elle évolue tous les jours. Il y a des réglementations qui évoluent également. On le voit, les textes de loi, les décrets ou autres. Et il est important d'être toujours au fait de ce qui sort, de ce qui va arriver, parce que dans nos missions, on va avoir besoin de s'appuyer aussi sur ces côtés juridiques et administratifs. Et puis, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre en danger aussi, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur le prochain mandat? Qu'on puisse mener à bien tous les projets qu'on a commencés et que la Gironde reste toujours aussi dynamique en termes d'idées, en termes de territoire. Enfin, il y a tellement à faire. Alors, le rêve quand même pour le prochain mandat, si, évidemment, c'est que le département reste à gauche, avec nos valeurs, c'est ça. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que tu peux nous donner un modèle politique? Un modèle féminin? Un modèle féminin? Non. Non, parce qu'il y en a plein. Toutes les femmes. Toutes les femmes qui s'engagent, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur appartenance. Toutes les femmes apportent quelque chose. Les hommes aussi, bien sûr. Mais je n'ai pas de modèle politique. Il y a des femmes, évidemment, politiques qui m'ont marquée. Je vais citer Simone Veil, mais il y en a tant d'autres. Mais toutes les femmes, qu'elles soient lancées dans la recherche, dans la médecine, dans la culture, dans le sport, que ça soit la personne de mon quartier qui s'engage juste pour aller faire les courses de la personne âgée à côté. Voilà, toutes les femmes qui s'engagent quelque part. Et toutes les femmes sont toujours engagées. Je crois qu'une femme, dès qu'elle naît, elle est engagée. Tu disais tout à l'heure sur l'engagement des jeunes qu'une des premières choses à avoir, c'est des valeurs qui vont nous guider dans notre engagement. C'est quoi les valeurs qui te guident, toi? C'est l'entraide, c'est la solidarité. C'est quand même les premières valeurs qui sont portées par le département, mais je crois que ça doit être les premières valeurs, les valeurs de base du socle de tout élu. C'est la notion de solidarité. Quand je parlais que être élu, c'est s'engager pour les autres, c'est les aider, c'est l'aide, c'est l'entraide. D'accord, on va conclure sur ça. Merci Carole Guerre. Merci d'avoir accordé cette interview. Avec plaisir.